Perrine Sanchez. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc je suis Perrine Sanchez, je suis kinésithérapeute à l'hôpital cardiologique Louis Pradel à Lyon. Je travaille en réanimation chirurgicale cardiaque et pulmonaire. Super. Donc première question, on va parler de trachéotomie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui rend difficile la gestion de sevrage de trachéotomie? Merci pour cette question parce que c'est la réalité du terrain. Donc c'est vrai que les recommandations formalisées d'experts actuelles évoquent peu cette phase-là de gestion du sevrage en lui-même. Et à mon sens, ce qui rend difficile le sevrage, c'est qu'il y a un peu deux mondes. Un premier monde où en fait l'indication de la trachéotomie, elle est liée aux difficultés de déventilation du patient, à la tolérance même de l'épreuve de sevrage. Et que du coup, la trachéotomie va permettre, en réduisant les spasmores, de réduire le travail ventilatoire du patient. Et du coup, pour le sevrage de cette trachéotomie, on va chercher à avoir le plus de place possible dans la trachée pour aider notre patient à ventiler, et qu'un ballonnet, ça gêne cette déventilation, enfin cet espace dans la canule. Et c'est pourquoi la seule indication que donnent les RFE, c'est que le patient doit avoir un ballonnet plutôt dégonflé quand il est en ventilation spontanée. Mais à côté de ça, on a le monde où l'indication de la trachéotomie, elle est plutôt liée aux troubles majeurs de déglutition. Et là, c'est le patient qui, quand il va être extubé, va avoir beaucoup de mal à gérer sa salive, à faire des fausses routes et tousser efficacement pour se protéger. Et donc là, la canule en elle-même, elle permet de libérer le plan glottique de la sonde d'intubation, donc permettre au patient d'accéder à la rééducation de cet espace-là. Et le ballonnet, il va être utilisé en protection des voies RN inférieures. Par contre, pour le sevrage, on se rend compte que les algorithmes de rééducation montrent que le dégonflage du ballonnet, il n'est pas du tout systématique, parce que il va être lié, en ventilation spontanée, parce qu'il va être lié aux inhalations massives de salive et au défaut de tout. Et le deuxième point de confusion, c'est que y a énormément de possibilités en fait de matériel, donc des différentes canules et interfaces, des combinaisons vraiment variées, et ça crée beaucoup de difficultés pour savoir vraiment quel est l'intérêt de chaque matériel pour le patient là où il en est. Et donc quels sont les points clés pour mener au mieux ce sevrage? Donc les points clés pour sevrer au mieux votre patient, je vais en évoquer 5. Donc le premier, on a parlé, c'est connaître l'indication de la trachéotomie pour votre patient. Et savoir chaque jour se poser la question, pourquoi est-ce que mon patient il a encore besoin de sa canule, parce que ça peut évoluer. Est-ce que c'est un problème, il a encore besoin de beaucoup de soutien ventilatoire, ou il fait encore beaucoup de fausses routes, et parce que on va avoir des orientations un petit peu, des stratégies un petit peu différentes. Le deuxième point, c'est important, c'est primordial que les soignants ils connaissent la canule que porte le patient, les caractéristiques de la canule. Est-ce que c'est une canule fénétrée, non fénétrée? Est-ce qu'il y a une chemise interne? Est-ce que c'est un ballonnet à eau, à air? Et est-ce qu'il y a un canal d'aspiration sous-glottique? Et le fait de connaître ces caractéristiques et de savoir comment respire mon patient, donc c'est-à-dire comment l'air rentre et l'air sort en fonction de la situation. Et ça évite les erreurs de manipulation, et qui peuvent être source vraiment de complications et gêner derrière énormément le sevrage. Le troisième point clé, c'est qu'il ne va pas falloir hésiter à déconnecter le patient du ventilateur. Les travaux de Joubran en 2013 ont montré que le sevrage, la déventilation était plus rapide en déconnectant le patient
versus une baisse progressive d'aide inspiratoire. Donc on n'a pas besoin de faire une espèce d'épreuve de sevrage à 7 d'aide, 0 de PEP avant de déconnecter le patient du ventilateur. Et moi je m'appuie sur un article de SRPR à orientation respiratoire qui, eux, préconisent en gros de déconnecter le patient à partir du moment où ils ont une aide inférieure ou égale à 14 et une PEP inférieure ou égale à 6. Donc le quatrième point important, c'est que le dégonflage du ballonnet. Et ce que je trouve très dommage dans les recommandations, c'est qu'ils n'ont pas du tout évoqué l'occlusion associée à ce dégonflage, qui va être très intéressant parce que ça va être le seul moyen de remettre en physiologie la toux et la déglutition pour le patient. Et donc, quand on va utiliser un bouchon ou une valve phonatoire, on va permettre au patient de réaccéder à l'apnée. Donc, je rappelle qu'une valve phonatoire, ça s'ouvre à l'inspiration et ça se ferme à l'expiration. Donc, l'expiration, le flux d'air, il va être redirigé autour et au-dessus de la canule, ce qui permet au patient de parler. Et si l'espace autour de la canule il est suffisant, on comprend que il n'a pas forcément besoin d'une canule fénétrée pour parler. Donc ça, c'est assez source de confusion. Et en fait, cette apnée, elle est vraiment importante parce qu'elle est nécessaire sur les phases de déglutition. Au moment où le bolus va passer en pharyngolaryngée, on a besoin de cette apnée, que les cordes vocales se ferment, l'épiglotte bascule, et de remettre en surpression cet espace-là pour permettre vraiment une déglutition efficace. La toux, c'est pareil. La toux, c'est plusieurs phases. C'est une première phase inspiratoire et une phase de blocage, d'apnée, pour pouvoir mettre avec les abdos en surpression l'air et permettre une expulsion quand les cordes vocales sont réouvrir. Efficace. Sauf que quand on va laisser les patients en situation ballonné dégonflé, nez artificiel par exemple, donc le circuit reste ouvert, et on perd l'efficacité de tous ces systèmes-là. Donc voilà, l'occlusion, elle est vraiment importante. Et on comprend aussi qu'un ballonnet, ça fixe le larynx, ça empêche tous ces phénomènes de déglutition. Et donc c'est pour ça qu'on ne réalimente pas en première intention un patient ballonné gonflé. On va privilégier de le faire sous valve phonatoire où il va être dans les meilleures conditions. Et le cinquième point, ça va être la canule. Et parce que on comprend que pour utiliser une valve phonatoire, on a besoin de cet espace autour de la canule et que au-dessus, des voies aériennes supérieures qui sont libres pour permettre le flux d'air de passer. Que si ce n'est pas le cas, c'est là que les stratégies de changement de canule interviennent. Et donc, là, c'est très important de comprendre l'intérêt de chaque canule et de comprendre et aussi leurs défauts, parce que voilà, c'est rajouter des manipulations pour certaines. Et donc, pareil, je vais reprendre mon dernier point. Et dans ce cas-là, par exemple, pour mettre ta canule phonatoire, est-ce que tu mets obligatoirement sur une canule fenêtrée ou avec ballonnet, sans ballonnet? Non, pour pouvoir mettre une valve phonatoire, il n'y a pas l'obligation d'avoir une canule fénétrée. Si le flux d'air autour de la canule, quand je dégonfle mon ballonnet, est suffisant, et au-dessus, alors le patient pourra tout à fait parler, faire ses apnées avec une canule non fénétrée. Et d'ailleurs, il y a des équipes qui détestent utiliser des canules fénétrées parce qu'elles sont source d'erreurs de manipulation supplémentaires, de mauvaises positions de canules qui vont aller majorer des granulomes, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que connaître en fait les avantages et les inconvénients de chaque canule en fonction de ce que vous cherchez pour ce patient, c'est important dans la stratégie de changement de canule. Voilà. Ok, et encore une dernière petite question. Un patient qui a des troubles de la déglutition au départ, mais qu'on veut essayer de rééduquer et retravailler cette déglutition avec une canule, comment est-ce qu'on fait? Parce que si on laisse le ballonnet gonfler, on va gêner la déglutition, mais si on le dégonfle, il risque de faire des fausses routes. Quelle est la stratégie à adopter?
Et ben pour moi, quand on veut rééduquer une déglutition, il va falloir dégonfler le ballonnet parce que le ballonnet, il fixe le larynx et donc il génère à lui seul des troubles de déglutition. Et surtout, occlure la canule avec un système soit de valve phonatoire, soit de bouchon, pour permettre au patient de remettre en physiologie sa déglutition en réafférant complètement tout l'espace glottique, permettre au patient de faire une apnée et une expiration post-déglutition qui vont être sécuritaires. Donc vraiment, quand on a des patients avec troubles de déglutition, il est important de faire une occlusion de cette canule quand elle est possible. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et très bonne continuation. Merci.